Русский музей. Bienvenue sur la plateforme virtuelle de la Maison russe Bruxelles-Europe et dans le projet du musée virtuel russe. Cette soirée d'aujourd'hui n'est pas comme les autres visites virtuelles du musée russe. Этот сегодняшний наш вечер не похож на другие наши виртуальные экскурсии в замечательный государственный русский музей. До этого мы с вами говорили о различных периодах развития русского искусства, и каждый раз открывали для себя новые темы, новые имена, новые неожиданные особенности развития искусства нашей великой страны. Jusqu'à présent, nous parlions de l'art russe dans ses différentes époques de son développement. On découvrait de nouveaux sujets, de nouveaux noms, des particularités d'une ou autre étape de son développement. Сегодня мы будем говорить о военной теме, и наша виртуальная экскурсия будет посвящена очень важному событию в жизни не только города, где находится Государственный русский музей Санкт-Петербурга, Ленинграда, но и всей нашей страны. И, конечно же, это событие мирового значения. Это 80-летие полного снятия блокады Ленинграда от фашистско-немецких войск. Aujourd'hui, on va parler d'une partie de la collection du musée russe consacrée à un événement historique d'extrême importance qui est la 50e anniversaire, le 80e anniversaire quand le siège de Leningrad a été levé, le siège réalisé pendant plus de 900 nuits et jours par les troupes hitlériennes. Et bien évidemment, c'est un événement d'importance comme pour la vie. На французский язык, поэтому с этого момента я перестаю говорить на французском. Notre événement aujourd'hui va se dérouler avec la traduction simultanée en français et depuis ce moment-là, j'arrête de parler français. Vous pouvez, pour continuer à nous écouter en français, cliquer sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran et choisir la piste française pour écouter nos traducteurs que je remercie d'avance pour leur travail. Для тех, кто хочет продолжать слушать нас на русском языке, вы можете ничего не делать, если вы меня сейчас слышите по-русски, или внизу справа вашего экрана нажать на иконку с изображением глобуса и выбрать русскую версию встречи. Итак, я с удовольствием благодарна. Donc, avec le plaisir et avec la reconnaissance, je vais passer la parole à Maria Gladkir, la chef du projet le musée virtuel russe, pour l'excursion d'aujourd'hui qui s'appelle Mémoire. Bonjour Vera Georgievna, bonjour chers spectateurs. Je peux vous dire les spectateurs dans le monde entier parce que non pas seulement nous communiquons maintenant en direct, nous savons que l'enregistrement de cette excursion sera écouté par beaucoup de nos spectateurs. Nous réalisons maintenant cette transmission en direct et ce n'est pas notre première présentation qui sont très chères à nos spectateurs et nous continuons nos réunions et aujourd'hui c'est notre première présentation, la première réunion qui est consacrée à une date importante qui est fêtée dans la Russie entière et surtout qui est très cher pour la ville de Saint-Pétersbourg qui a été appelée pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Leningrad.
Et en 1944, la ville de Leningrad avait été complètement libérée de blocus fasciste. Et aujourd'hui, pour cette raison, nous allons vous parler de l'exposition qui a eu lieu dans le musée russe pratiquement il y a 4 ans, mais pourtant des noms des peintres, des tableaux qui ont été présentés. C'est une exposition qui est consacrée au 75e anniversaire de la victoire. Et nous allons mettre surtout la lumière sur le sujet du blocus de Leningrad pendant cette présentation d'aujourd'hui et sur cette période très difficile qui est sans précédent dans l'histoire mondiale et dans notre histoire de patrie. Maintenant, je vais passer la parole à Valentina Gorlova, qui est la chef du travail concernant les excursions, qui va nous parler de cette exposition formidable du musée russe. Donc, Valentina Alexandrovna, je vous passe la parole. Пожалуйста, включите микрофон, мы вас не слышим. Votre micro est coupé. Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un tour virtuel sur l'exposition Mémoire qui a eu lieu dans les salles du musée russe en 1920 et qui a été, 2020, qui a été consacrée au 75e anniversaire de la victoire. Et le musée russe, pendant le blocus, a été fermé et en 1941, la Deuxième Guerre mondiale a commencé et ce jour-là, en fait, les employés du musée attendaient les directions que faire avec les objets d'art qui se trouvaient au musée à cette époque-là. Et le 22 juin, la collection de tous les objets d'art et qui vont être envoyés à l'Oural. Et en septembre 1941, les objets d'art les plus importants, les plus connus, c'est-à-dire les objets d'art qui représentent la fierté de l'art russe, ils ont été envoyés dans la ville de Perm jusqu'à 1941 et à 1945 et à 1945, ces objets vont être retournés au musée. Donc, vous allez voir les informations concernant cette période-là. Et en 1945, les employés du musée ont dit que le musée va ouvrir leurs portes en 1945. Et à partir de ce moment-là, les portes du musée russe sont toujours ouvertes pour tous les visiteurs. Et maintenant, on va passer au corpus benoît pour notre exposition mémoire. Comme nous l'avons déjà dit, l'exposition mémoire fête le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale et cette exposition s'ouvre par les tableaux des peintres qui représentent l'école de Leningrad de la peinture. Et cette exposition a été divisée en 3 parties. C'est la guerre, la victoire et bien sûr la mémoire de cette guerre-là. Et pour cette raison, aujourd'hui, nous allons voir les tableaux des peintres des générations différentes et surtout de ceux peintres qui avaient passé par la guerre et dont la vie avait été marquée par la guerre et dont un de ses maîtres peintres, c'est André Milnikov, qui est le maître de l'art russe. Et dans les années 30, il y avait beaucoup de peintres russes qui venaient pour rentrer dans l'Académie des arts à Leningrad et dont Andrei Milnikov, qui est également venu arriver à Leningrad. Et nous savons que le 22 juin, la guerre
avait été commencée. Et quelques jours après, une chanson a été créée par notre euh, poète Lebedev Kumach qui appelait les forces russes pour combattre contre euh, l'occupation, contre la guerre. Et pendant les premiers jours, toute la population de l'Union soviétique vont en tant que volontaires à la guerre. Et notre peintre va également se battre à la guerre euh, dans dans les troupes qui défendaient Leningrad et la, le sujet de la guerre n'était pas un sujet principal dans sa création, mais pourtant la guerre a laissé ses traces dans sa biographie. Pour cette raison, son tableau formidable, Les Adieux, vraiment un des plus importants qui nous montre les premiers jours de la guerre. Et bien sûr, quand il était quand on est à Leningrad, ce genre d'adieu a eu lieu quelque part sur les euh, s- à la périphérie de la ville. Et bien sûr, pardon, on entend le tableau. Не она, Угаров. Не она, не она. Вот она, все, приехали. Voilà. Сейчас. Включен у нас, да, звук? И перед нами работа Андрея Et Андреевича. nous voyons l'œuvre d'André Melnikov, Adieu. Le moment le plus tragique des adieux de la mère et d'un fils qui est montré par cet artiste. Et c'est dans cette stupeur silencieuse que cette femme est montrée et avec son regard, elle est montrée. Elle regarde dans le visage de son fils. Elles essayent de se souvenir de ces traits du visage. Et c'est avec nervosité qu'elle tient ce mouchoir. On voit que leurs adieux et leurs rencontres, c'est l'une des dernières parce que la guerre a pris beaucoup de vies des gens différents. Et au fond, vous voyez des bénévoles qui partent. Nous voyons la fumée se levant, la fumée noire. Les couleurs de cette œuvre est très modérée, qui est montrée dans les couleurs très modérées. Nous voyons le visage de cette famille au fond, au centre. L'artiste se souvenait du regard de sa mère quand il faisait leurs adieux et quand il quittait sa famille pour aller dans le front comme un bénévole. André Melnikov a été décoré par le prime national et pour à l'occasion de son 55e anniversaire de la victoire, ce tableau était montré comme épigraphe de l'exposition. Encore un peintre de Leningrad, le représentant de l'école de Leningrad de peinture, Boris Ougarov, avec son tableau Habitante de Leningrad. Lui aussi, Boris Ougarov, fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts et il part au front comme bénévole
Il était artillériste. Il faisait son service militaire à Volkhov, Carélie et en extrême-orient de la Russie. Quand il se trouvait au-dessous de Leningrad, il pouvait revenir à Leningrad. Et c'est 2 fois qu'il visitait la ville sous blocus. Les Allemands ont pris la ville de Schlisselburg et Leningrad a été coupé de la Grande Terre. La communication de chemin de fer, la communication de terrain a été coupée. C'était le cercle de blocus fait par les Allemands. La ligne de front passait dans quelques kilomètres de la ville. L'une des tâches majeures qui était devant les soldats allemands était que Leningrad devait être détruit de la terre. Aucun mot de la capitulation. D'un côté, nous avons eu des troupes militaires allemandes et du côté du nord, les Finnois, parce que la Finlande, à l'époque de la guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, a pris le côté des Allemands. Et les habitants de Leningrad se trouvaient dans ce cercle de blocus. Quand la glace se faisait sur le lac Ladoga, le chemin de vie se formait, mais le ravitaillement de produits a fini avec très rapidement. C'était une période très dure. Et depuis janvier 1943, c'était la première coupe de blocus. Et vers 1944, la libération de Leningrad du blocus était réalisée. Les historiens disent que 3 millions d'habitants vivaient à l'époque et à peu près 1 million d'habitants mouraient de la faim. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de canalisation. Les gens buvaient l'eau des fleuves de Moïka, Fontanka et d'autres. Les Léningradais, leur esprit, l'esprit soutenu à l'époque montre que leurs exploits est imminent. Et Leningrad était une seule ville qui a survécu le blocus, le siège. Les habitants de la ville continuaient de travailler, même il y avait des sites de production qui travaillaient. Et quand le peintre ne pouvait pas revenir dans la ville, il a vu que la ville a beaucoup changé. Et héroïne majeure de la ville, c'était une femme. Les hommes quittaient la ville pour aller au front. Et cette vie très dure était sur les épaules des femmes. Nous voyons le quai qui est montré comme un symbole presque bleu foncé du fleuve Neva. Vous pouvez voir des bâtiments et l'architecture de la ville. Cette femme qui est épuisée par le froid et la faim, mais pas brisée. Et vous voyez son profil avec son visage très épuisé, avec son nez très bien montré. Et donc, elle tient à la température très basse, moins 32 degrés, cette boîte de bois. Et donc, pour les gens, c'était très dur, insupportable presque. Vous voyez l'énergie dans les yeux de cette femme et l'esprit de vie, ce qui est parfaitement bien montré par Boris Ougarov. Il a dit que cet exploit des habitants de Leningrad, il voulait le montrer dans ce tableau. En continuant le thème de Leningrad, Andrei Milnikov, on revient toujours à l'œuvre de Milnikov. Leningrad, qui est une des plus belles villes du monde, est montrée dans ce paysage. C'est Leningrad dans l'année de 41e et nous voyons ce ciel gris avec une figure d'un homme en mouvement. Il n'y a pas de beauté, pas de finesse. La ville vide.
presque morte. C'est ce sentiment du vide qui est très bien montré par Melnikov dans ce paysage. Bien sûr, le sujet du blocus était montré pas seulement dans la peinture, mais aussi dans les œuvres, d'autres formes artistiques, particulièrement pendant le siège, les femmes et les enfants restaient. Et c'est pour tout d'abord, ils voulaient envoyer les enfants dans la grande terre, mais quand même, quelques enfants restaient. La vie ne cessait pas. Ils faisaient leurs études à l'école. Et donc, cette image formidable d'une fille qui est faite par Valentina Rybalko, l'artiste et sculpteur qui venait de la Crimée. Et puis, elle est venue à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, pour faire ses études dans l'académie. Et c'était Alexandre Matveyev qui était son enseignant. Il donc étudiait à ses élèves de montrer le caractère de chaque être humain, de montrer ses manières. Et c'est ici que Rybalko montre l'image de cette fille qui n'est pas protégée, ses petits pieds avec ses bottes et dans les bottes de feutre, il y avait pas beaucoup de produits. La ration était très, très basse. Et bien sûr, on brûlait pour avoir la chaleur dans les maisons, les bois, les livres, on brûlait tout. Mais elle a gardé quelque chose qui n'a pas de valeur pour elle. C'est cette poupée. Elle tient ces poupées avec la main qui n'a pas de force, qui est vide presque. Mais elle comprend parfaitement bien que c'est quelque chose qui garde et protège sa vie et son enfance. Vera a passé toute cette période à Leningrad et puis elle a fait la connaissance avec l'étudiant de l'Académie des beaux-arts. C'était Alexei Melnikov. Il partait aller en guerre et puis ils se sont revus et elle l'attendait malgré toutes ces difficultés de la vie. Donc, c'était un très long chemin de grands artistes russes et soviétiques qui laissaient cet héritage. Le sujet de la guerre, le repensement de ce sujet a laissé ses traces aux artistes, mais aussi ça fait un grand sujet dans d'autres artistes. C'est un travail d'Andrei Bioka. C'est le tableau 18e janvier, la percée du blocus. C'est une métaphore, la mémoire de la guerre. Il faut la passer de la génération à la génération. Cet artiste a fini l'atelier de Melnikov. Ces traditions sont très bien montrées dans cette œuvre. 1943, le blocus a été levé. C'était la première levée. Le côté sud de Ladoga était libéré, puis la ville de Schleswig a été libérée. On a commencé à bâtir les chemins de fer. La communication s'est améliorée. C'était l'opération Iskra, élaborée par Georgi Zhukov, qui a pris le statut, la position de généraliste, et c'était le général-major Govorov. C'est une métaphore, c'est un pont en métal montré avec une
des traits très nets graphiques. Et nous voyons les soldats, nous voyons le char en mouvement et nous voyons euh, ici au fond la cathédrale Smolny, fait par l'architecte Francesco Rastrelli. Et c'était une victoire très attendue et la percée du blocus de Leningrad, c'était la fin d'une page la plus tragique pour les habitants de la ville. Les habitants de la ville de Leningrad venaient dans les rues, ils s'embrassaient, ils attendaient depuis très longtemps cette libération et ces couleurs noires, très foncées, noir foncé du ciel, les soldats dans les costumes masqués montrent la joie de la vie. Et bien sûr, le sujet de la guerre est continué par un homme qui est passé toute la guerre. C'est un artiste, Yevsei Moïseev. Il part comme bénévole. Il fait ses études dans l'Académie des Arts. Et pour les premiers jours, il quitte la ville pour aller au front. Il fait son service dans le front de Leningrad. Et puis, il est capté comme prisonnier. Il se trouvait dans le champ de concentration en Allemagne. Il était libéré par les Alliés après et Yevseïevitch était retourné dans l'Union soviétique et il a voulu faire son service militaire encore une fois. Et son destin est miraculeuse. Il est revenu dans l'Académie des Arts et son tableau est très métaphorique, consacré aux femmes. Ce sont des mères et des sœurs. Voilà, c'est le titre de ce tableau. Yevsei Yevseïevitch est né en Biélorussie, dans la région de Gomel, à Uvarovitchi. Biélorussie a souffert beaucoup pendant la Grande Guerre patriotique et ce peintre se souvient des visages de ces femmes. Il visitait sa patrie beaucoup de fois et Yevsei Yevseïevitch, en parlant de ce tableau, disait que quand il était soldat, il passait par des villages. Quand il quittait des villages, il se souvenait des yeux de ces femmes qui accompagnaient les soldats et leur disaient adieu. Il voulait regarder et voir les yeux de ces femmes encore une fois. Et ce n'est pas par hasard que ce tableau est intitulé comme les sœurs et les mères. Il se trouve près du chemin. Nous ne voyons pas des soldats qui quittent ce territoire, mais nous voyons leur regard. C'est un regard vers le loin. L'âge de ces femmes est très différent. Nous voyons des femmes très âgées, des femmes très jeunes et avec des visages fermés. Chacune d'elles montre même les positions de leurs mains très différentes. Nous voyons des mains mises sur la poitrine, mais c'est toujours le regard de l'espoir, l'espoir de la victoire. Et nous allons voir maintenant un moment très intéressant, les traces sur ce chemin d'un véhicule. C'est le véhicule qui a pris des soldats qui ont quitté ce site. Et nous voyons sur le fond une jeune fille en blanc qui est comme un bouleau russe qui dit adieu à ses chers. Le sujet de la guerre sera développé par Moïsenko très activement. Il va avoir une manière très intéressante, un dessin très expressif et net, la peinture très plastique.
Et encore un maître qui est montré. On va revenir au tableau de Yevsei Moussenko. Et encore un peintre formidable qui a commencé son chemin dans les années 20. C'est Alexandre Teineko qui a fait plusieurs peintures, mais dans cette exposition, nous n'avons pas ce travail. C'est le tableau qui est intitulé Le peuple de la Grande Guerre patriotique, mais il y aura encore un tableau, c'est la défense de Sébastopol, fait peint pendant la guerre. Nous avons vu maintenant le tableau Les sœurs et les femmes et les mères par Moïseenko, avec les traces des véhicules quittant la ville. Et ici, nous voyons le panorama de la vie, ces soldats qui suivent leur chemin, ce village et cette femme avec la charrue comme une mère qui leur défend. Et c'est toujours que la mort est toujours à côté de la vie. Le ressentiment de cette vie complète est très bien montré par cette richesse des pommiers. Donc, cette beauté a été détruite 22 juin 1941. Et cette image d'une femme qui est tournée vers ses soldats, vers ses chars, qui fait symbole de la guerre de 1941. Bien sûr, la guerre a pris beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin. Et la chose la plus chaleureuse et attendue, c'était une lettre du front. Si c'était une lettre sous forme de triangle, c'était la notification de la mort. Et il y avait encore les lettres sous triangle qui montraient que la lettre était envoyée par quelqu'un qui était vif. C'était une lettre du front. Cette œuvre d'art étant des plus populaires dans l'art soviétique, et son auteur répétait beaucoup de fois. Le premier tableau est gardé dans la collection de Galerie Tretiakovskaya et nous avons ici la répétition. Loktionov, qui a fait ce tableau, quand il est revenu de l'évacuation, et l'Académie des Arts à l'époque était évacuée en Ouzbékistan, à Samarkand, et puis ils ont changé leur position vers Zagorsk. Et il vivait près de l'Or de Sainte-Trinité. Et il se trouvait là-bas avec sa famille. Et donc, dans les rues de Zagorsk, il a vu les soldats qui tenaient dans leurs mains cette lettre sous forme de triangle. Et Loktionov, en lui parlant, lui a montré la maison et la bonne adresse. Et donc, la joie de cette famille à qui il a donné cette lettre était sans précédent. Et Loktionov, il travaille comme réaliste. Il continue l'art réalistique russe. Vous pouvez voir la manière formidable du paysage. Toutes ces personnes qui sont devant l'entrée, ils sont tous enveloppés par l'air, par le soleil, par les lumières, et on peut voir bien l'architecture de cette ancienne ville avec ses petites maisons. Et bien sûr, le quotidien pendant la guerre était très difficile. On peut voir que nous n'avons pas assez de barrières devant l'entrée. Pourtant, on peut voir ce garçon qui en vérité était le fils du peintre Serge, et donc ce garçon lit la lettre avec joie. On peut voir cette femme en jupe sombre avec une chemise
blanche et nous voyons ici également la petite fille qui est en vérité également la fille du peintre. Et il fallait exprès mettre un bandage sur le bras du soldat euh, pour écrire, pour peindre la peinture, pour qu'elle soit plus proche de la vérité. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a vraiment beaucoup de ces détails que cette peinture était autant aimée par beaucoup de personnes dans l'Union soviétique. Le plus important par la Deuxième Guerre mondiale était bien sûr battre l'Allemagne fasciste et battre Hitler. C'était un rêve et nous pouvons voir ici le tableau qui s'appelle La fin dans le bunker de Hitler. Et les auteurs de ce tableau sont trois peintres à la fois. C'était une réunion unique, assez unique, parce que ces peintres travaillaient tous les trois, le peintre Kuprianov, Krylov et Sokolov, et ils se sont appelés Kuprinix. C'est un pseudonyme. Et donc, ils ont commencé leur chemin dans les arts en tant que les peintres et paysagistes. Ils venaient de villes différentes à Moscou. Ils peignaient les paysages, mais à un moment donné, ils ont commencé de travailler dans un journal. Ils peignent les caricatures et comme leur caricature était très bonne, ils sont devenus des peintres caricaturistes et leurs caricatures sont imprimées par beaucoup de journaux, y compris le journal satirique qui s'appelait Crocodile. Et avec le début de la guerre, les co-chroniques travaillent vraiment beaucoup dans le genre euh, de la satire. Et bien sûr, ils se moquaient dans leur création de Hitler. Et en 1945, ces trois peintres ont pu visiter Berlin. Ils ont fait connaissance avec la personne qui les a aidés de accéder au bunker où le Führer a passé ses derniers jours. Et un de ces peintres, Koprianov, disait que pendant longtemps, il descendait parce que beaucoup de passages de cet escalier étaient détruits et quand ils sont arrivés dans le bunker, il a été étonné par la porte énorme en métal et on peut voir que cette porte blindée, très forte et bien peinte sur ce tableau. Et donc, quand ils sont entrés dans le bunker, ils ont vu beaucoup de papiers mouillés par terre, beaucoup de meubles par-ci et par-là, et ils sentaient des médicaments dans ce bunker et c'était pas possible de rester longtemps. Pourtant, ils ont pu faire quelques dessins. Ils ont partagé le travail. Qui fait quoi? Et Kuprianov a dessiné cette porte blindée. Et quand ils sont rentrés à Moscou, ils ont commencé leur travail sur ce tableau. Ils ont créé une espèce de bunker dans leur atelier. Ils ont créé une lumière venant du côté, une lumière latérale. Et ils commençaient à chercher leur héros principal. Et un jour, dans le métro, ils ont vu un homme avec avec une moustache qui ressemblait à Hitler. Ils l'ont approché, lui ont proposé de faire le mannequin pour leur portrait. Et cet homme est venu dans leur atelier et cet homme a posé la question pour qui il va devenir, qui vous allez dessiner. Et Kuprianov lui ont dit qui ils vont dessiner. Et en même temps, les peintres disaient à cet homme qui l'homme ne ressemble pas à cette personne-là, mais ils avaient besoin d'une
En fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour écrire Hitler. Et l'homme a refusé tout l'argent, tout le paiement, elle a quitté la pièce. Et donc, Kuprianov a dû servir de modèle pour lui-même pour ce tableau. Et donc, les dernières secondes d'Adolf Hitler et de ses alliés, on peut bien voir sur ce tableau, on peut voir leurs émotions, on peut voir la peur. Et un de ces officiers est complètement sous, un autre est très triste, il tient un verre du vin. Et donc, ils comprenaient tous que dans quelques minutes, ça sera leur fin. Et euh, donc, on disait que ce tableau doit être envoyé dans l'espace pour que tout le monde comprenne euh, qu'est-ce que peut attendre nos ennemis s'ils viennent en Russie. Euh, donc, ces trois peintres reviennent en Russie. Après, ils vont encore revenir à Berlin pour le processus de Nuremberg, euh, dans lequel ils participent en tant que journalistes. Et ils ne pouvaient pas dessiner dans la salle de la cour de justice, mais ils ont pu conclure un accord comme s'ils allaient écrire le contenu de ce processus, mais en même temps, ils dessinaient. Nous savons que le processus de Nuremberg avait commencé le 20 novembre et il a continué pendant longtemps. Il y a eu plusieurs auditions et on peut voir ici les dessins qui ont été faits. Euh, et donc, ce genre de dessins ont été réalisés. Et maintenant, dans ce tableau, il combine ces deux choses. On peut voir le processus de Nuremberg euh, qui est dans la salle de la cour, les auditions également. On peut voir cette image des victimes des camps de concentration. Et pendant la pause dans la salle dans la salle de justice, tous les participants devaient quitter la salle sauf les inculpés. Et pendant ce temps-là, les peintres faisaient leurs dessins. Et bien sûr, c'était très difficile pour eux de dessiner, mais pourtant, ce genre de document vivant, c'est ce tableau euh, qui nous montre ce processus difficile des auditions de Nuremberg. Et y compris pendant ces auditions, on écoutait sur le blocus de Leningrad. Et bien sûr, c'est également la victoire qui avait tellement attendu et finalement qui est arrivée. La victoire était différente. Et ce travail de Moisenko qui s'appelle Victoire, et on peut voir qu'ils sont vraiment très proches du but. Ils sont déjà à Reichstag, mais bientôt on va écouter ces bruits de la victoire. Et pendant ce temps-là, on peut voir ces deux camarades, dont un est blessé et va bientôt mourir. Et tout ce chemin qui est parcouru par ces deux camarades, et on comprend que l'un d'eux va mourir, et l'état d'esprit de ce soldat qui reste vivant, c'est la joie à la fois et la tristesse liée à cette perte. Et certains disent que ce soldat est peut-être tout simplement blessé et il ne va pas mourir parce que personne ne voulait croire que comme ça, une personne qui avait traversé une guerre entière va finalement mourir. Mais on peut comprendre que le peintre ne nous laisse pas la possibilité de croire que ça peut être on peut voir la fin plus
une meilleure fin parce que pour ce soldat, parce que on peut voir que son bras est complètement laissé tomber involontairement et que également il va s'écrouler et c'est de cette manière-là sa vie s'achève ici. Pourtant, la vie continue et la victoire, bien sûr, et les soldats reviennent chez eux. Et pour chacun d'entre eux, la victoire était différente. Pour certains d'entre eux, elle était un peu grotesque. Pour les autres, c'était une histoire très triste. Et le 9 mai 1945, c'est le nom du tableau de peintre Ivanov, qui est également un des peintres très connus, un peintre des arts soviétiques. Et donc, le sujet principal de ces tableaux était le monde du village russe, parce que sa mère était de la région de Rязань. Et comme il se souvenait lui-même, un jour, je suis arrivée dans une maison d'une famille dans un village et j'ai vu que la famille s'était réunie autour d'une table. Et l'homme qui reste au milieu de la table, il est revenu de la guerre. Il est rentré de la guerre. On peut voir cette maison. On peut voir toute une famille réunie pour leur repas. On peut voir les icônes religieuses. On peut voir également les stores rouges. On peut voir ici ces trois jolies filles, les filles de cet homme, mais on peut quand même sentir quelques tensions. Également, les tensions qui se sont ressenties dans l'homme, également dans la femme. Elle, elle est très concentrée et son visage est très attentif. Toutes ces souffrances et la tristesse qui a été qui a enduré cette femme pendant la guerre. Et c'est pas par hasard qu'on peut voir tous ces éléments sont en fait les couleurs sombres dans ces vêtements par rapport au mur qui est blanc nous fait penser à toutes les souffrances auxquelles peut penser cette femme. On peut également voir un petit garçon qui est très concentré également. On peut voir aussi une petite fille dont on ne voit pas le visage, mais pourtant elle est très coincée. Ils sont vraiment comme un peu coincés à cause de leur tension intérieure. Et on peut voir ces trois jeunes femmes qui représentent comme une continuation de la vie. On peut voir cette femme qui nous regarde, qui essaie de communiquer avec nous. Et ces générations qui sont réunies autour de la table, c'est aussi une victoire parce que la vie continue et la vie continue dans ces images de ces trois jeunes femmes. Mais parfois, le soldat ne rentrait pas chez lui et c'était une tragédie. Et parfois, quand le soldat rentrait chez lui, il peut retrouver ce genre de tableau qui s'appelle la maison paternelle. C'est le tableau d'un autre peintre, Alexandre Romanovitch, qui avait également traversé la guerre. Et il crée ce genre de tableau très abstrait dans ses peintures. Et on peut voir en effet des solutions laconiques. Et on comprend
que ce soldat avait traversé la guerre entière. Il est rentré maintenant dans la maison de son père. Et on peut se rappeler de ces vers quand, qui disent que les ennemis ont brûlé la maison. Où est-ce que le soldat maintenant peut aller? Où est-ce qu'il va amener sa tristesse maintenant? Parce que ce soldat, il avait traversé 4 ans et il avait combattu les 3 États. Et ce soldat qui avait traversé la guerre, il nous tourne le dos d'une manière métaphorique en nous disant que le prix de la victoire était différent. Et le sujet, le thème de la guerre, de la victoire, est bien sûr une histoire bien à part. Les gens qui avaient traversé la guerre se rencontraient avec l'un avec les autres. Et pendant une réunion des vétérans de la guerre où se réunissaient énormément de personnes, le peintre disait qu'il ne pouvait pas rencontrer aucune personne qu'il connaissait parce qu'elles étaient toutes mortes pendant la guerre. Un autre moment qui est peint par le peintre, c'est une réunion, rencontre de toutes ses proches, de tous ces vétérans. Il se rappelle bien sûr de tous ceux qui ne sont pas avec eux, qui sont morts. Et on peut voir ici une image de la femme qui tient une fleur et elle tient une chandelle. On peut voir les visages sévères des hommes qui ne peuvent même pas pleurer. Et ces mémoires tristes de la guerre vont rester avec eux à jamais. Parce que les gens qui n'avaient pas traversé la guerre ne pourraient pas les comprendre. Et après, cette génération des peintres qui avaient traversé la guerre a été remplacée par une autre génération des peintres qui ne l'ont pas connue. Parmi cette génération-là, on peut retrouver un maître Chamanov. Et tout d'abord, on va parler du peintre Sidorov. C'est un autre peintre soviétique très connu et c'est sa peinture qui s'appelle Le jour de la victoire. Cette histoire de la victoire est très laconique pour ce peintre. C'est une maison isolée et un vétéran de la guerre isolé qui reste sur la route comme s'il attendait quelqu'un, comme s'il se souvenait de quelqu'un. Donc, c'est une solution très laconique faite par le peintre. On peut voir également les générations différentes, les enfants qui jouent devant la maison, on peut voir la lumière du soleil. La vie continue. Mais la personne avec la canne qui reste sur la route, on peut voir de nombreuses médailles sur sa veste et il est complètement seul parce que il se souvient de tous ceux qui ne sont pas arrivés à ce jour de la victoire. Une autre œuvre qui est plus joyeuse, c'est cette famille qui est représentée sur ce tableau où on peut voir une famille entière réunie. On peut retrouver ici plusieurs générations d'une seule famille. Et c'est également une image de village qui nous est donnée par le peintre parce que son premier, son père
lui a appris la peinture et qui donc cette expérience de Petrov Vovod qui n'avait été transmise au peintre Savin qui nous montre le village composé de plusieurs maisons et on peut vraiment voir cette initiation très joyeux, le début très joyeux. On peut voir toutes ces personnes qui se sont réunies autour de la table et on peut voir euh, ces images de nos héros qui ont tout réuni sur cette table. On peut voir le samovar chaud et la femme qui est habillée, vêtue de cette robe avec beaucoup de couleurs, avec les fleurs qui apportent du pain. On peut voir des fruits sur la table et tout ce qui est nécessaire pour faire de sandwich. On peut trouver ici les tasses pour faire du thé. Et ce qui est étonnant, et comme nous l'avons vu la peinture d'Ivanov, et on peut voir ici également, cette génération, plusieurs générations représentées dans ce tableau, et l'homme qui est retourné de la guerre, qui est habillé en blanc, qui, qui est en fait à côté de lui et sa femme. Et chacun d'eux, ils se rappellent leur guerre à eux. Ils se rappellent de tous ces événements qui avaient été liés à la guerre. Et vis-à-vis d'eux, on peut voir la nouvelle génération qui est totalement différente. Et si pour l'ancienne génération, le 9 mai est vraiment une vraie fête, pour la nouvelle génération, c'est plutôt une belle réunion avec les membres de leur famille. C'est le printemps, la période où tout fleurit et on peut voir ce ciel bleu, on peut voir les arbres en fleurs et on peut également voir ici un autre membre de la famille, le bébé dans la poussette. Et le peintre nous dit ici que, en effet, la vie continue et c'est ce sentiment de la joie, de la plénitude de la vie. En continuant le sujet, le thème de la victoire, de la guerre, on va voir les tableaux d'un autre peintre, Boris Chaman, qui représente également l'école de Leningrad des années 60-70 du siècle précédent. Ici, quand on regarde sur cette peinture, on voit un homme. Derrière lui, on peut voir la campagne. Et cet homme-là est assis sur un banc et qui fume sa cigarette. Mais c'est l'expression de son visage qui avait été, en fait, son regard. C'est une personne qui un peu, en fait, qui réfléchit à quelque chose qui l'inquiète. Et c'est vraiment très bien représenté ici. C'est donc le peintre était un jeune garçon quand la guerre avait commencé. Donc, quand il a commencé à peindre, c'était les années 50 et les années 60 représentent dans notre art et le début d'un nouveau style. Et au début de ce nouveau style dans la peinture, on peut retrouver le peintre Gil Korgev qui se rappelle du début de la guerre alors qu'il avait 16 ans. Et il faisait ses études dans l'école des arts de Moscou.
qui avait été organisé par des peintres très connus, par Gerasimov, par Sionov, par d'autres. Et ce jour-là, lui, avec son camarade, le 22 juin 1941, ils se sont mis d'accord d'aller dans la galerie de Tretiakovskaya. Mais son copain l'a appelé pour lui dire que la guerre avait été commencée. Et une nouvelle étape commence dans la vie de Kordjev. Et bien sûr, tous les garçons voulaient aller au front. Mais la vie euh, était différente. Et il a été envoyé à Bashkiria et bien sûr, c'était très difficile pour eux. Il allait travailler dans l'école kolkhoz, les leçons dans l'école continuaient. Il n'avait pas assez en fait, des peintures, tous les attributs pour dessiner, pour peindre, mais ils avaient il croyait dans le futur. Et en 1943, il retourne à Moscou et en 1944, il avait été accepté sans examen dans l'Institut de Surikov. Et comme disait Kordjev lui-même, il n'a pas eu la possibilité d'aller à la guerre. Et ces guerres des autres l'ont donné cette possibilité de faire des études et cette responsabilité envers toutes ces personnes qui ont participé à la guerre. Euh, pour les remercier, il a passé 20 ans de sa vie à la guerre. Et donc, dans le cycle de ses travaux avait été peint beaucoup de tableaux, dont l'un s'appelle Les traces de la guerre. Et on peut voir cette image d'un homme assez jeune et on peut voir cette personne complètement frontalement en face. C'est comme si c'était un document, une photo pour le passeport. Et c'est un conducteur de char. Et, et bien sûr, les traits de visage sont très abstraits. On peut voir que son visage était très brûlé. Il avait perdu un œil, mais l'œil restant sont très perçants. Il regarde attentivement le spectateur. On ne peut pas éviter son regard. On ne peut pas éviter cet œil bleu, très bel œil. Et son regard est très perçant, en effet. Et donc, on a l'impression de la chair d'une personne vivante. Et ce sont ces traces de la guerre qui vont rester avec cette personne pour jamais. Et nous, notre responsabilité, notre obligation de nous souvenir de ces personnes, toujours de toutes ces personnes qui avaient traversé la guerre et qui ont donné une nouvelle étape à cette vie, une vie désormais en paix. Et un autre maître qui arrive après la guerre maintenant, on peut voir un autre maître dont l'œuvre est maintenant un peu oubliée, c'est Valéry Vatianin, qui est l'un des peintres des années 70. Donc, il est mort en 1970. Il appelait ses arts le réalisme synthétique. А в 70-е годы в искусство приходит метафора. Вот такая Les метафоричность. années 70, la métaphore arrive dans l'art. C'est le récit métaphorique qui arrive dans l'art. Et dans son œuvre, Vatianin unit la romantique et la métaphore. Il accumule tous les genres, le paysage, la nature morte, le portrait. Et cette œuvre qui est intitulée La mère du soldat, ici, rien ne parle de la guerre. Nous voyons la croix
près de la chemin, une femme avec une jeune fille se sont arrêtées ici et avec l'image de Saint Nicolas et chacune de ces héroïnes, ils sont plongés dans leur mémoire, leurs regards ont pris des points différents. Une femme avec ses yeux bleus et nous voyons une jeune fille blonde dans la robe rose. Chacune d'elles se souvient de quelque chose de personnel. Cette vieille se souvient de la guerre, de ses pertes, des gens chers perdus. Et cette jeune fille se souvient de ses espoirs. Et nous voyons ce monde émerveillant avec beaucoup de plantes, des fleurs, des papillons qui montrent cette nature très belle. Et en bas, nous voyons des fleurs et des grands feuilles de bardane qui sont très bien montrées ici dans ce tableau. Et c'est presque un paradis où se trouvent ces deux protagonistes. Et cette vieille femme va garder ses souvenirs et ses mémoires de la guerre. C'est la mémoire qu'elle tient dans soi-même, qu'elle garde dans soi-même malgré ce monde aéré très beau. La guerre est finie le 9 mai 1945 et aujourd'hui, nous avons vu comment les artistes des générations différentes ont réalisé ce sujet de la guerre pendant les étapes différentes. Le sujet de la guerre, le sujet de la mémoire, des souvenirs, c'est très important pour que les générations futures se souviennent des actions néfastes qui étaient réalisées pas seulement en URSS, mais en Europe. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Et si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, chère Valentina Alexandrovna. Merci de cette excursion formidable. Nous avons fait cette excursion, l'exposition ouverte au musée russe en 2020 pour commémorer la 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et pour conclure, je voudrais proposer aux participants, aux spectateurs qui veulent utiliser les ressources numériques du musée russe pour visiter cette exposition et voir l'exposition et les catalogues des œuvres choisies pour célébrer commémorer l'anniversaire de la libération complète de Leningrad et vous allez le voir dans les liens et les plateformes de la galerie artistique. Nous remercions Valentina, c'est la première rencontre cette année. Et nous planifions encore d'autres rencontres. L'excursion suivante sera consacrée à l'une des périodes les plus intéressantes pour les Russes ainsi que pour les étrangers. C'est une période de l'avant-garde. Quand nous avons fait connaissance avec l'exposition générale du musée russe, nous avons touché généralement quelques noms, quelques œuvres, et bien sûr, il était impossible de le montrer sous forme de démonstration générale. Donc, notre réunion suivante avec Valentina Gorlova, qui est chef du département des excursions du musée russe, se tiendra prochainement quand il fera chaud et très beau. Et suivez les annonces. Donc, on va parler de l'avant-garde russe. Merci beaucoup, chère Valentina. Merci de cette séance très intéressante, très profonde.
Merci à Madame Maria Yurievna. Nous vous remercions et nous espérons avoir notre réunion suivante et nous invitons nos participants pour parler de l'anniversaire de la libération du blocus de Leningrad et nous allons faire une excursion dans le musée de la Victoire. L'exposition qui est intitulée Le salut de la victoire se tiendra le 1er. Donc, je vous souhaite mes meilleurs vœux et on va prochainement. Au revoir.